Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast afin d'évoquer un film américain sorti ce mercredi en salle, le nouveau Steven Soderbergh. Et on a un autre prévu dans un mois. Il va très vite le monsieur, mais c'est vrai que souvent il travaille en parallèle sur plusieurs projets et ici il va être question de Présence. Un film de fantôme, c'était présenté ainsi, thriller psychologique et drame familial également, avec au casting parmi les actrices et acteurs connus, Lucy Liu et Chris Sullivan. Sinon, les adolescents, enfants, sont interprétés par Kalina Lang et Eddie Mackey, tandis que le meilleur pote du fils est lui joué par West Mulholland. Un film qui nous est présenté avec un dispositif intéressant puisque du point de vue du fantôme, de la présence, la caméra étant donc cette entité qui va observer une famille américaine, j'ai envie de dire lambda. Oui, d'une certaine manière, c'est le cas. Et beaucoup de personnes ont fait des parallèles entre cette œuvre et Here de Zemeckis, puisqu'on va suivre une seule maison pendant un certain laps de temps. Mais alors ici, sur le plan temporel, on est quand même uniquement sur quelques jours. Mais on joue sur le temps et l'espace, donc comme dans Here. Or, différemment, puisqu'on n'a pas un plan fixe là, on se balade. Il y a même quelques moments de séquence assez amples et longues qui en disent long sur certaines choses qui peuvent se passer d'une pièce à l'autre parfois. Et donc on va suivre les Payne qui aménagent donc dans une maison. On voit que le couple commence à battre de l'aile pour des raisons un peu particulières. Rebecca aurait trempé dans des affaires, le mari commence à se demander s'il doit rester avec elle. Il songe clairement au divorce. Et pendant ce temps, les enfants ont des trajectoires très séparées. Le fils Tyler est promis à être populaire, un champion de natation, je crois, j'ai un doute sur le sport, mais en tout cas voilà, c'est le jeune américain moyen qui est bien dans sa peau. Sa sœur, c'est plus compliqué, puisqu'elle a récemment perdu une amie qui se serait suicidée. Donc le deuil est là, entre la vie et la mort, le fils plein de vie, et la sœur rattachée à ce terrible souvenir morbide. Et ben, comme les enfants, les parents eux aussi sont en opposition. Et dans ces oppositions, des jeux de duo se mettent en place, puisque la mère n'a Dieu que pour son fils. Elle veut le voir réussir, elle lui pardonne tout, elle le couvre, elle le surprotège. Et le père est vraiment le seul à s'inquiéter pour sa fille. La mère l'oublie un petit peu, et le frère méprise sa sœur indirectement parce que son amie qui est morte serait une droguée. Enfin, c'est quand même assez violent, déjà psychologiquement, dans cette rupture, dans cette fracture familiale. Un foyer à l'américaine qui est vraiment vacillant. Pour une Amérique qui vacille aussi, parce que Steven Soderbergh, il fait, mine de rien là, une œuvre très politique à sa façon. Et donc on va suivre cette présence. Nous sommes spectateurs, comme la caméra, l'œil de ce qui se passe, un petit peu voyeur, oui, mais on va surtout comprendre des choses que les autres personnes ne comprennent pas, notamment quand Ryan, donc le meilleur pote de Tyler, va se rapprocher de la sœur et la séduire d'une manière assez cringe, voilà, et très douteuse, cette supériorité masculine qu'il a avec sa gueule de beau gosse, là. Il profite de la souffrance de Chloé pour volontairement la tromper d'une certaine manière afin d'arriver à ses fins. Et c'est un jeu assez machiavélique. Plus si affinité, je ferai une zone spoiler, on est obligé ici. Et c'est absolument brillant comme film. Alors, je vais pas faire mon ronchon, parce que vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, j'avais été déçu de Here, que je n'ai pas pu revoir. J'avais prévu de le faire durant les dernières vacances, mais ça a été compliqué finalement. J'attends une autre possibilité de revisionnage, car je veux quand même affiner mon ressenti dessus. Par contre là, autant dire que Soderbergh, j'ai envie de dire, réussit là où Zemeckis a raté, mais en fait, pas vraiment, parce que c'est pas la même intention. Mais on parle d'une famille américaine, ça joue sur l'espace et le temps, et je pense que Soderbergh est beaucoup plus conscient des problèmes actuels et met le doigt dessus qu'un Zemeckis qui a vraiment plutôt joué la carte de la nostalgie et du pathos, disons-le. Pourtant, là, à la fin de ce présence, j'ai pleuré, mais c'est venu de façon tellement brutale qu'il n'y a pas de pathos, c'est clairement pas un film qui joue sur ce truc-là. La façon dont ça se conclut en 2 temps est absolument fulgurante. C'est à couper le souffle. C'est ce que j'ai ressenti, littéralement. J'étais comme ça, et les larmes ont coulé. Après, donc, la première révélation.
J'étais presque en apnée pendant, je sais pas, ça doit durer 2-3 minutes, jusqu'au dernier moment du film. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela, cette coupure de respiration, ce moment de suspension absolue, en regardant une œuvre cinématographique, que ce soit en salle ou chez moi. Il y a eu un frisson aussi que j'ai ressenti. Il y a une magie macabre et dure, aussi psychologiquement, qui s'est emprise de moi. C'est comme si la présence en tant que telle, donc que l'on voit dans le film, avait réussi à communiquer avec moi. C'est comme si Soderbergh, avec cette fin et sa caméra et son point de vue, avait réussi à capter quelque chose. Parce que le build-up est extraordinaire. C'est du quotidien, donc d'une famille qui commence à se décomposer, avec des enfants qui ont des problèmes ou pas de problèmes, avec ce deuil, avec l'autre qui se fiche de tout et qui pourrait suivre le mauvais chemin toxique aussi, peut-être de son meilleur pote. Oh, vaguement, mais on voit que au niveau des femmes, il ne respecte pas grand-chose, ce jeune beau gosse champion de sport. Et c'est terrible parce que sa mère le couve et c'est pas à lui rendre service. On voit le père à plusieurs moments essayer de réveiller son fils en disant voilà, prends soin de ta sœur, sinon ça pourrait te hanter pendant des années. Parce que le père sent le danger. Sa sœur, elle pourrait faire une bêtise à cause de ce drame-là. Et à un moment, il y a aussi une discussion en mode je suis sûr qu'au fond de toi, à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un de bien, il serait temps de le montrer. Il y a tous ces petits trucs-là qui font que ça va avoir une importance à un moment, évidemment, dans le film. Et mine de rien, c'est disséminé avec parcimonie, tout en étant parfaitement implacable dans la cohérence. C'est du génie dans l'écriture. Et ce n'est pas Steven Soderbergh qui écrit le film. Attention, c'est Monsieur David Koepp qui a tout simplement écrit au scénario mon film préféré à vie, Jurassic Park. Et là, peut-être que c'est la première fois que je retrouve quelque chose d'aussi exceptionnel dans l'écriture du monsieur. Parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres ratés. Alors, il y a eu d'autres réussites aussi, hein, bien sûr. Mais là, je trouve que ça colle parfaitement donc avec l'intrigue, l'ambiance et évidemment la réalisation de Soderbergh, qui s'adapte à ce scénario-là. Probablement une commande sur le papier, mais il a choisi, j'imagine, en se disant « ça c'est cool, il y a quelque chose à faire ». En déjà choisissant donc ce point de vue qui se balade et tout, et qui cherche à tout savoir, qui est un peu perdu tout en étant omniscient, parce que c'est ça, c'est une présence que l'on voit apparaître au début, au moment où la famille débarque, avant l'installation, et on ne sait pas depuis combien de temps elle est là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Il y a des moments où on essaye d'expliquer, hein, on va même faire intervenir une médium, comme si c'était pour retourner les codes d'un Conjuring, ou enfin, des films de possession comme ça, ou Paranormal Activity, si vous voulez. Ça n'a rien à voir, attention, hein, le film est très différent. Ça me rappelle plutôt d'autres tentatives du genre ou non, par exemple Ghost Story, qui joue aussi sur le temps et sur la présence à un endroit et vis-à-vis de quelqu'un, voilà, pour rester vague, hein. Ça me rappelle un autre film que j'évoquerai dans la zone spoiler, qui va pas tarder, parce que sinon là, vraiment, je vous dis tout. Et donc, Soderbergh, avec cette caméra qui d'ailleurs, il a manipulé pratiquement 3 quarts du temps, à part les moments un peu plus techniques, évidemment, il est là, il dirige le projet. C'est vraiment un film de directeur scénique, aussi d'acteur et d'actrice, certainement, mais il arrive à gérer quelque chose, et en fait, il fait, comment dirais-je, développer donc ces images pour les mettre au diapason de l'intrigue et y laisser son message qu'il voulait faire passer. Soderbergh, des films que j'ai vus de lui ou que je connais de réputation, ça a été souvent un réalisateur qui s'est intéressé aux femmes et aux souffrances des femmes, ou à ce qu'elles subissent, et il montrait ce point de vue-là. Par exemple, son tout premier, Sexe, mensonge et vidéo, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, j'ai trouvé ça assez remarquable sur la façon qu'il avait de raconter ce qui se passait autour du personnage d'Andy McDowell. Il y a eu Erin Brockovich aussi, bon ça c'est peut-être plus classique encore, hein, je ne l'ai pas vu, peut-être vite fait à la télé, mais probablement pas en entier. Il y a eu Paranoia, qui était son dernier film sorti en salle en France à date, en 2018, et que j'avais vu au cinéma, qui captait aussi le trauma d'une femme. Et bien là, c'est un peu pareil, à travers le personnage de Chloé, donc la fille. Il arrive à montrer, et de celles qui ne sont plus là aussi, forcément. Donc il parvient à ausculter le mal qu'elle a subi, indirectement par le décès de son amie, ou de sa meilleure amie en soi, hein, je crois, et de voir comment le mal américain aussi, d'une certaine manière, parce que là on est dans une famille typique américaine, dans une maison typique américaine, dans une banlieue typique américaine, comment cela peut s'insinuer, et comment ça peut aller encore plus loin d'ailleurs avec les réseaux sociaux, hein, qui peut pousser au harcèlement,
voilà, des détentions de photos et qu'il ne faudrait pas avoir, enfin, des moyens de pression qui décuplent le pouvoir des toxiques au sens large, et souvent ici des hommes, là, des jeunes hommes en l'occurrence, et de voir comment certains sont prêts même à utiliser la faiblesse de leurs victimes potentielles pour aller au bout. Et c'est d'une angoisse, j'ai envie de dire, qui est totalement partagée par ce point de vue de cette présence qui est là et qui découvre et qui se rend compte et qui même agit à un moment. Elle voit donc cette entité, ce qui se passe, elle va essayer d'empêcher certaines choses. Parce qu'elle est bienveillante, cette entité. Du moins, elle a l'air de l'être. Jusqu'à peut-être, spoiler, la révélation de son identité. Mais en fait, elle ne fait que des belles choses, cette présence dans le film. Tout d'abord, Chloé et la famille sont persuadés que c'est Nadia, donc celle qui est décédée, qui serait là, qui aurait suivi Chloé, etc. Mais pas du tout. À la fin, on apprend que c'est le fils. Oui, Tyler. Mais alors, il fallait le voir. Il fallait le voir venir, ça. Moi, je l'ai senti venir très vite. Et ça n'a pas empêché le choc final. Parce qu'à un moment, il y a un dialogue, un discours, je sais plus, enfin oui, un petit propos, qui est que la présence, l'entité, peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là, et surtout depuis quand elle est là, et elle est paumée, que ce soit dans l'espace et le temps. Est tellement paumée dans le temps qu'en fait, elle vient du futur. Oui, le fantôme peut peut-être traverser les époques. Ben, on voit ça dans le Ghost Story de David Lowery. Il s'avère que c'est Tyler, le grand frère, qui va se sacrifier. Parce que Ryan, son meilleur pote, non seulement il veut abuser de sa sœur Chloé, mais en plus il veut la tuer comme il a tué Nadia. Oui, c'est vraiment le serial killer, c'est le mal toxique à l'américaine. Beaucoup vouent un culte à ces histoires de tueurs en série et tout, et peut-être parmi la jeunesse aussi, peut-être que lui aurait envie de passer à l'acte parce qu'il a été fasciné. C'est quelque chose qui est quand même potentiellement possible, et en fait il a déjà tué avant et il veut tuer Chloé. Mais avant il veut abuser d'elle et utiliser des drogues pour que ce soit complètement impossible de déterminer après l'enquête. C'est d'une violence totale et on voit comment il tisse sa toile. C'est le mâle blanc angélique absolu qui représente vraiment l'Amérique, quoi. La WASP, American Way of Life. Et complètement, quand on le voit comme ça, on va pas imaginer que ça pourrait être quelqu'un de mauvais, mais en fait, si. Et Tyler, évidemment, ne le sait pas durant toute son existence. Il a une culpabilité parce qu'il a traité une amie à lui de façon très négative à cause des réseaux, tout ça. Donc, et puis, il est quand même très, très, très malsain dans sa façon de parler de quelqu'un qui n'est plus là, une femme, donc une jeune fille qui est morte. Et à un moment, l'entité va le prévenir et ça met la puce à l'oreille, d'ailleurs, de toute façon très équivoque, puisqu'il lui brouille un petit peu les tympans, et va donc prévenir lui-même du passé pour qu'il sauve sa sœur. Et il va même sauter sur Ryan, et les deux vont passer à travers la fenêtre et mourir. Et donc Tyler va devenir ce fantôme, cette présence, qui va être propulsée dans le passé, donc au moment où la famille arrive, et probablement paumée pendant la moitié du film. C'est-à-dire que pendant peut-être un certain moment, cette entité ne sait plus qui elle a été, et puis elle se rappelle de qui elle a été en voyant les choses. Ah mais c'est moi en fait. Et donc, c'est là où je viens sur, pour moi, l'autre potentielle inspiration, mais en tout cas le film que ça m'a rappelé, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, alors, c'était pas quelqu'un qui était mort et tout, mais quelqu'un qui voyageait dans le temps pour empêcher certaines choses, donc pour que ça n'arrive pas, ou peut-être au contraire, faire en sorte que ces choses arrivent. Et en fait, ce qui est terrible ici, dans cet ultime élan de rédemption, c'est que, devenant fantôme, vous voyez, il y a une boucle qui se met en place. Tyler meurt pour pouvoir sauver sa sœur. Et en sauvant sa sœur, il meurt. Donc, il revient après pour pouvoir sauver sa sœur. Et l'ultime révélation finale, alors c'est pas à nous, c'est à la mère que ça se fait. Enfin, on voit au miroir que c'est Tyler. Et elle comprend, la mère, que c'est son fils, l'entité. Et elle va comprendre indirectement, cette maman, probablement, c'est peut-être pour ça qu'il se révèle à elle, que son fils est mort en héros. Mais elle le savait déjà, mais doublement en héros. C'est-à-dire que non seulement en tant que présence, elle a permis à Tyler d'être enfin la bonne personne qu'il était au fond de lui, malgré toutes les erreurs qu'il a pu faire avant. D'ailleurs, Tyler, à un moment, il comprend que c'est lui, je pense, en tant qu'entité. C'est quand il découvre qu'il a été toxique envers une jeune fille, et c'est là où il va détruire sa propre chambre, et l'entité comprend là peut-être certaines choses. C'est très subtil, c'est extraordinaire, parce qu'il y a une finesse d'écriture, c'est pas forcément ultra original non plus, ces idées de voyage en temps, boucler la boucle, effet papillon, tout ça, mais dans cette approche fantomatique, d'entité, de présence, il y a une forme de malédiction, de rédemption autour du personnage de Tyler, qui a été tel qu'il a été,
il s'est condamné peut-être, mais au moins à sauver sa sœur et à lui permettre d'avoir une vie après. Au-delà du trauma, c'est pas facile pour elle parce que non seulement elle a perdu sa meilleure amie, puis elle a été violée, puis en plus elle a perdu son frère. Alors c'est pas facile pour Chloé, mais au moins elle a une autre chance. Et Tyler, ben, il finit au moins bien les choses. C'est assez cruel, ça en dit beaucoup de choses sur l'Amérique aussi. Ça donne une forme d'espoir, mais c'est aussi très dur et quelque part, non pas pessimiste, mais vous voyez les dégâts et les sacrifices qui doivent être en fait consentis, peut-être pour réparer ce mal qui est tellement là, tellement imprégné dans cette société, ici américaine en tout cas. Je ferme la zone spoiler. Présence, c'est un souffle coupé de cinéma. C'est l'un des plus beaux films, l'un des grands films de ce début d'année. Parce que de ce qui tout se, on va dire, justifie dans la mise en forme, dans le point de vue, dans l'approche technique. Je vais même pas parler de certains plans, mais j'aurais pu revenir à la zone spoiler pour ça, mais c'est pas grave. Le premier plan que vous allez voir, qui regarde à l'extérieur, avant qu'après, enfin, le plan qui regarde à l'extérieur, parce que je crois que ça commence dans la maison, en dit long. Et le dernier plan, forcément aussi, par rapport à ce que j'ai dit donc plutôt dans la zone spoiler, la toute fin, qui rappelle d'ailleurs exactement la fin de Here, hein, mais c'est très différent, a tout son sens. Là où justement dans Here, certaines choses pour moi étaient technico-techniques et ne faisaient pas corps avec le fond qui aurait dû être plus développé. Là par contre, c'est très fort. Et j'aurais pu même rajouter une chose, c'est une famille américaine composée d'une part donc WASP, White Anglo-Saxon Protestant, par le père, enfin en tout cas d'apparence, et la mère d'origine asiatique. C'est-à-dire qu'il y a aussi une construction là-dessus, comme quoi il y a peut-être une malédiction qui peut s'opérer dans cette famille, mais à moitié. Parce qu'au final, il y a peut-être de l'espoir quand on s'ouvre aux autres. Et donc quand la multi-ethnicité américaine, finalement, réussit à se faire. Ce qui n'est pas forcément évident. Mais ce qui s'est fait pourtant sur plusieurs générations. Et c'est le fondement de l'Amérique aussi, ce melting pot. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez du mauvais, mais vous avez du bien aussi. Bref, vous faites ce que vous voulez de cette information. C'est un film qui est coup de poing, qui est très important, et qui tombe bien dans cette période de l'histoire, je trouve, pour les États-Unis. Il a l'air de rien, peut-être, que vous allez dire que je surinterprète, que je surextrapole, mais moi je l'ai ressenti ainsi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce présence, qui va trôner très haut, je pense, dans les films marquants de 2025 me concernant. Mais bon, on est qu'en février, on verra bien ce que ça donne à la fin de l'année. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.